Dispositif de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Donc c'est un titre qui est super long. Dans tout le reste de la présentation, je parlerai de notre plateforme, cybermalveillance.gouv.fr. Beaucoup plus simple pour se souvenir. À qui je m'adresse? Donc les collectivités territoriales, vous l'aurez compris. D'ailleurs, c'est pour cet événement que je suis venu. Je m'adresse également aux particuliers ainsi qu'aux entreprises de type TPE, PME et ETI. Ce sont vraiment nos trois publics et nous avons des missions qui sont pour nous très importantes. Donc il y en a trois. Assister les victimes, très important. On essaie d'amener un moyen pour les victimes de se défendre, de connaître les cybermalveillances qui les entourent et comment réagir. Donc je vous parlais d'un certain nombre de contenus que l'on fait à disposition de tous nos publics de manière à ce qu'ils puissent se sécuriser. Deuxième mission, une mission d'information et de sensibilisation. Moi, je m'inscris là-dedans. Mon métier, c'est de prendre mon bâton de pèlerin et de faire une évangélisation agnostique pour dire aux gens, vous devez vous sécuriser. Comment vous sécuriser? Ce n'est pas forcément quelque chose de très coûteux, mais si vous avez un petit peu d'astuce et d'espièglerie, comme dirait un vieux dessin animé, ça devrait bien se passer. Et une troisième qui est une mission d'observation de la menace. Grâce à notre plateforme, on a énormément de métriques de gens qui viennent sur notre plateforme et qui nous permettent de dégager des tendances en matière de cybermalveillance. Alors voilà, la slide chiffre. Hein. Il y a toujours une slide chiffre dans les présentations. On est plutôt assez content de ce bilan. Donc 59 organisations membres. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public. On a un pied dans le public et un pied dans le privé. Et on a des membres qui nous ont rejoints. Alors ce sont des membres étatiques, des membres privés, semi-privés, semi-publics, et tous concourent par le biais de groupes de travail, par le biais d'actions, à faire des actions de sensibilisation, de prévention et d'agir un petit peu pour permettre à tout le monde et à nos trois publics d'être sécurisés. C'est également plus de 1200 prestataires référencés. Ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser en tant que collectivité territoriale ou en tant que professionnel, de type TPE, PME ou ETI. Ce sont des gens qui sont sur le terrain et qui sont là pour de la rémédiation, en mode pompier. Je vous en parlerai un petit peu plus après en vous présentant un de nos outils. C'est également 200 experts cyber. Donc experts cyber, pour nous, ce sont des gens qui travaillent uniquement dans le milieu professionnel, TPE, PME et collectivités territoriales, donc exit les particuliers, et qui sont là pour amener leur expertise et permettre aux gens de se sécuriser avant que les problèmes n'arrivent. Donc même chose, je vous en parlerai un petit peu plus largement tout à l'heure. En termes de chiffres, quand je vous parlais d'observation de la menace, l'année dernière, donc là ce sont les chiffres 2022, ils ne sont pas encore parus, on a notre rapport d'activité qui va apparaître d'ici une semaine. On a eu 280 000 parcours d'assistance victimes sur notre plateforme l'année dernière. Donc ce sont des gens, particuliers, professionnels, collectivités territoriales, qui sont venus chercher de l'aide. Et c'est grâce à ce parcours qu'ils ont pu être mis en relation avec des prestataires référencés. Et nous avons également eu 3 800 000 visiteurs uniques qui sont venus sur notre plateforme. Si les gens sont venus sur notre site internet, ce n'est pas pour faire un sudoku, on n'a pas de gens en ligne, c'est uniquement pour chercher de l'information. Alors, petite diapo, je dis merci à nos partenaires, merci à nos membres. Donc là, vous les avez tous. Il y en a quelques-uns qui vont nous rejoindre cette année. L'année dernière, on a eu notamment la CNIL qui nous a rejoints, qui est quand même pas l'un des moindres acteurs en matière de préservation des données personnelles. On a eu l'Association des maires de France, donc voilà. C'est une reconnaissance, c'est aussi montrer notre engagement et l'engagement aussi de l'AMF de sécuriser ces collectivités territoriales. Donc là-dedans, vous verrez des grands groupes, des groupes intermédiaires. Vous aurez aussi toute une partie étatique. Moi, je m'inscris plutôt par là. Moi, je suis une ressource du ministère de l'Intérieur qui a été prêtée à cybermalveillance.gouv.fr pour amener la bonne parole. Voilà. Alors, premier outil, parcours d'assistance aux victimes. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Alors, on ne voit pas trop parce que c'est un peu lumineux. Sur la partie droite, hein, vous voyez, c'est un petit onglet. On va dire, je suis particulier, je suis professionnel, je suis une collectivité territoriale. On va cocher. Et au fur et à mesure, vous allez dire quel est votre problème. Cet outil, c'est un outil de diagnostic. On s'est rendu compte que beaucoup de gens savaient qu'ils avaient été victimes de quelque chose, mais ne savaient pas mettre un mot dessus. Alors pour pouvoir traiter le problème, encore faut-il mettre un nom dessus. Donc cet outil de diagnostic, c'est un ensemble de questions qui vont changer dans le temps. On a pas mal de chemins décisionnels et qui va mener vers l'une des 51 cybermalveillances qu'on a catégorisées, décortiquées et expliquées. L'outil, c'est qu'une fois qu'on a mis un nom dessus, on va amener du conseil. Et ça, c'est toujours gratuit. Hein. Vous me suivez jusque-là, c'est gratuit, vous n'êtes pas le produit. On va vous donner les conseils, on va vous dire qu'est-ce que je dois faire immédiatement pour faire cesser cette cybermalveillance.
Donc, c'est le mode un peu pompier. On va vous dire, par exemple, vous avez fait l'objet d'un piratage de compte, et on va tout de suite vous dire, bah, là, il va falloir d'abord, et d'un, le récupérer, de deux, le sécuriser en changeant le mot de passe depuis une machine qui est sécure. Donc, ce sont vraiment les conseils les premiers réflexes à avoir pour faire cesser immédiatement la cybermalveillance. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis tout seul, je suis devant ma machine, je me suis rendu compte que j'ai un problème, j'ai mis un nom dessus, j'ai mis les premiers conseils, et je fais quoi? Eh bien là, on va adresser au bon interlocuteur. À l'heure actuelle, en matière cyber, vous avez énormément d'acteurs. Et il est très difficile de se retrouver dans ce monde et de savoir à qui je dois parler. Si on est victime d'un piratage de compte, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il y a un moment ou un autre, on va aller déposer plainte au service de police ou de gendarmerie. Si je suis victime de cyberharcèlement en ligne, en milieu scolaire, eh bien là, on vous dira contactez e-enfance, qui est aussi l'un de nos membres. Ils ont des contenus, ils vont pouvoir vous donner les bonnes techniques. Si vous avez vu un contenu illégal, on vous dira allez sur internet-signalement.gouv.fr. En gros, on essaye un peu de se comporter comme un guichet, une forme de garde d'orientation. Vous avez un problème, vers qui je me tourne? Donc voilà, ça, ce sont vraiment les premiers réflexes. Qu'est-ce que je dois faire et vers qui je dois m'adresser? Ensuite, l'étape suivante, c'est une étape un peu particulière. Comme on est sous une forme de GIP, on permet de mettre en relation avec un professionnel référencé. Donc, je vous disais 1200 prestataires référencés. Vous avez la possibilité, donc en tant que victime, que vous soyez particulier ou professionnel, d'être mis en relation avec un prestataire référencé et vous allez bien sûr expliquer votre problème. Et cette mise en relation se fera dans votre région géographique. On n'imaginerait pas un prestataire référencé parisien se déplacer à Laval pour sécuriser. Non, le but, c'est d'avoir quelqu'un qui soit dans l'environnement géographique. Et nous, ce que l'on va faire au niveau de cybermalveillance.gouv.fr, on ne va pas suivre parce qu'après, c'est une relation commerciale qui va avoir lieu entre un demandeur et un professionnel. Par contre, on va s'assurer que tout se passe bien. Donc, on va faire une enquête de satisfaction auprès du demandeur, auprès du prestataire qui va nous remettre un rapport. Alors, pas avec des éléments techniques, mais simplement pour savoir si on a bien répondu à la question et si c'était adapté. La réponse de ces prestataires référencés, donc 1200 sur le territoire national, se fait dans l'heure. Donc, on a vraiment quelque chose qui est rapide, qui est pratique et qui se fait en ligne. Voilà, donc nous, on assure le suivi. De tout ça, donc je vous disais 280 000 parcours d'assistance, hein, tout confondu. C'était environ 15 000 parcours professionnels. On en sort un top 5. Alors le top 5, il est amené à changer. Ça, ce sont les données de 2021. Les prochaines, il faudra nous revoir soit en conférence, soit en lisant notre rapport d'activité. Ça devrait un petit peu changer. En tout cas, on se retrouve, et c'est que ce soit en 2021 ou en 2022, avec les mêmes 3 cybermalveillances qui impactent les publics professionnels. Quelles sont-elles? Eh bien, ce sont celles-ci. Et aucune grande surprise. En premier lieu, on a le phishing, l'hameçonnage. Alors, quand on parle de phishing, ce n'est pas du phishing, ce n'est pas du wishing. C'est PH pour password harvesting, c'est la collecte de mots de passe, avec une contraction du mot anglais, to fish, aller à la pêche. Ici, l'objet, pour les attaquants, c'est de récupérer souvent des couples identifiants mots de passe. Ces couples identifiants mots de passe qu'ils vont utiliser et ils vont essayer de faire de l'argent. Parce que la finalité des attaquants, c'est ça, c'est de faire leur argent. Leur métier, c'est de faire de l'argent avec vos données, avec vos comptes. Donc ça, le phishing, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis 20 ans, même plus de 20 ans, mais 20 ans, on va dire, avec le boom de l'Internet public dans les années 2000. Mais c'est quelque chose qui existe encore et qui s'est professionnalisé. C'est ça le gros changement. Le phishing, il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous aviez quelque chose, un mail de votre banque, c'était bourré de fautes d'orthographe, ça ressemblait à rien, vous disiez personne ne se fait avoir. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a des choses qui sont très bien faites, visuellement, il n'y a plus de fautes d'orthographe, ils ont compris comment ça marchait un traducteur en ligne, et ils font les choses très très bien. Et ils vous emmènent sur une page qui est une copie de la page réelle pour récupérer votre couple identifiant mot de passe. Donc ça existe bien, ça existe en milieu bancaire, ça existe dans plein d'autres domaines. Et nous, ce qu'on a vu, et c'est une particularité, et notamment depuis le confinement, ça s'est vraiment accéléré, c'est que les attaquants s'adaptent. Ils s'adaptent au monde dans lequel ils sont. Et maintenant, ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui est SMS. Donc on a même créé un mot pour ça, qui s'appelle le smishing. Alors vous allez avoir plein de choses en ishing, hein. Vishing, smishing, phishing. En attendant, la technique, c'est toujours la même. C'est de vous faire croire, de créer de récupérer votre attention et de vous donner envie de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe. C'est ça le principe. Et quand on clique sur le lien, eh bien, on est amené à vouloir renseigner parce que tout d'un coup, on a reçu un message des impôts vous disant
Ah, mais vous avez trop payé. Cliquez sur ce lien pour vous faire rembourser la somme de 537,75 €. Donc on crée l'intérêt, on donne envie aux gens de cliquer, et quand ils sont dans leur tunnel, eh bien, ils vont remplir. C'est le principe. En matière de SMS, alors ce n'est pas forcément dédié aux collectivités, mais c'est vraiment pour tout particulier. Là, on va faire une petite étude, une petite question, parce que j'aime bien avoir un peu d'interactivité avec le public. Je voudrais savoir qui avait reçu tout ce qui était SMS de compte personnel de formation. Voilà. Ça a pas mal marché. Ça, maintenant, ça tombe parce qu'il y a de plus en plus de protection qui a été fait au niveau de tout ce qui était France Connect. L'objet des escrocs, c'était de récupérer tout ce qui était identifiant permettant de se connecter sur France Connect et d'accéder à vos comptes. Maintenant, les tendances haussières, ça va être par exemple la vignette critère. Qui l'a reçue? Ah, je suis le seul. Ah, si, il y a eu un peu. On a aussi le paiement, tout ce qui est NTAI, donc tout ce qui est paiement de timbre-amende. Donc voilà, on a beaucoup de choses et on a des attaquants qui utilisent l'actualité pour pouvoir créer des thèmes d'intérêt qui vont donner envie au public de cliquer. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que les gens font attention de plus en plus en termes de mail. Il y a un éveil des consciences, mais quand on reçoit les choses par SMS, on a tendance à cliquer parce que on est en mobilité, on voit le truc un peu rapidement, et puis on n'a pas le coup de la souris pour aller voir vers l'endroit où ça mène. Donc on clique plus facilement. On est enclin à cliquer, et derrière, on se fait piéger. Donc ça, le phishing, nous on l'appelle la mère des attaques. Ça commence par ça et après il y a une escalade. Ces identifiants, les escrocs les utilisent pour se connecter en lieu et place à un compte. Avant, c'était le compte bancaire. Ça marchait super bien le compte bancaire. Maintenant, ça marche de moins en moins. Parce que les banques, grâce à une norme européenne qui s'appelle l'ISP2, ont été forcées de mettre une double authentification. C'est pour ça que maintenant, quand vous faites des achats en ligne, on va vous dire, entrez votre code bancaire pour pouvoir y accéder, vous allez recevoir un SMS, saisissez le code pour valider la transaction. Mais alors là, nos escrocs, ils font comment pour vivre? Difficile pour eux. Ne vous inquiétez pas, ils vont savoir quoi faire, ils vont s'intéresser à votre mail. Votre mail, parce que votre mail, il y a toute votre vie numérique dedans. Vous avez fait des démarches en termes de logement? Eh bien c'est simple, on va réutiliser les pièces d'identité, on va les utiliser par exemple pour souscrire un crédit à la consommation. Alors autant vous allez pouvoir changer vos mots de passe sur votre compte mail, que votre identité ne va pas changer. Nom, prénom, date de naissance, non. Et vous allez devoir faire face à ça, et 6 mois plus tard, ce sera peut-être ce même escroc ou un autre qui va venir et qui va retenter parce qu'il doit faire de l'argent. Et la troisième cybermalveillance dont on peut parler, c'est le rançongiciel. Alors le rançongiciel, c'est la star 2022, 2021 également. 2023, je ne pense pas. En fait, le rançongiciel, on en a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose qui est visible. Mais le rançongiciel, ce n'est pas une attaque en soi, c'est la finalité d'une attaque. Souvent, ça a commencé par un phishing, un piratage de compte ou le piratage d'un équipement. Et petit à petit, les attaquants se sont installés sur le système d'information, ont récupéré d'abord de la donnée. D'abord, on essaie d'extraire un maximum de choses. Et ensuite, quand on est prêt, on s'occupe surtout des sauvegardes, on essaie de les chiffrer. On est prêt et 7 minutes 30 plus tard, tout est chiffré. Et là, vous avez un beau message. Donc en gros, c'est une finalité, ça a attaqué énormément de monde. Beaucoup de professionnels, beaucoup de collectivités territoriales. Ça continue et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc voilà, ces 3 cybermalveillances impactent vraiment les publics professionnels et énormément les collectivités territoriales. Je vous ai mis quelques exemples, coupures d'articles, notamment les villes face au rançongiciel. Quand on est touché, on se sent vite pestiféré. C'est clair que dès qu'il y a un problème, dès que vous avez un système d'information qui est complètement chiffré, eh bien là, les administrés viennent vers vous en disant « mais c'est quoi ce bordel? Je vous ai confié des données personnelles. Comment je fais pour la cantine? Comment je fais pour ceci? Comment je fais pour cela ?» Et là, souvent, c'est très difficile de trouver de l'aide. Donc on essaye, nous, en tant que GIP, d'amener de l'aide aux collectivités. Voilà, je vais vous parler d'une étude dans les sujets. Alors là, on entre vraiment dans le sujet des collectivités territoriales. Une étude qu'on a sortie sur les collectivités de moins de 3500 habitants. C'est une étude vraiment, vraiment intéressante et qui amène un peu de chiffres. Sécurité, enjeu majeur pour les collectivités. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous convaincre de ça. Vous avez dû avoir pas mal de présentations là-dessus. Vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, il y a un vrai sujet en termes de sécurité numérique. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se trouve après. Première des choses. Donc, 3500 habitants, c'est 91% des collectivités. Ça représente du monde. Donc, il ne faut pas les lâcher. Elles ont besoin d'être accompagnées. Elles ont besoin qu'on leur donne des outils, qu'on leur permette de mettre en place de la sécurité à moindre frais, parce que les budgets sont contraints. Voilà, et en toute intelligence. En tout cas,
Sur cette étude, voilà ce qu'il en sort. Donc souvent, collectivité, c'est moins de 5 postes. Et le chiffre qui est très important, c'est de se dire que 65% considèrent que le risque est faible, inexistant ou non évaluable. Ben non, non. À l'heure actuelle, la sécurité numérique, on est tous concernés, à titre personnel et au niveau collectivité territoriale. Et il y en a 35 qui identifient un risque élevé, mais qui ne savent pas comment faire. Donc voilà, donc on a essayé de trouver et de ressortir aussi les mauvaises pratiques au sein de ces collectivités territoriales, celles qui font mal et sur lesquelles on peut travailler à moindre coût. Donc on parle de quoi? Partage des ordinateurs, des mots de passe, mélange des usages élus, professionnels, personnels, la méconnaissance du niveau d'expertise de leurs prestataires. Ils font confiance à quelqu'un parce que ce ne sont pas des spécialistes. Le prestataire, il fait ce qu'il a à faire, mais ils n'ont aucun contrôle, aucun regard sur ce qui est fait. Et ça, c'est important. On ne peut pas dire « Ah mais oui, mais vous inquiétez pas, j'ai fait appel à une boîte, elle s'occupe de tout ». Vous devez demander des garanties, des gages, être sûr que tout soit bien fait et dans l'état de l'art, sans pour autant être un spécialiste. On ne va pas demander aux élus, aux agents des collectivités territoriales d'être des informaticiens, ce n'est pas leur métier. Mais en attendant, ils doivent être sensibilisés et être sûrs qu'en termes de sécurité, tout soit mis en place. Donc voilà, nous, ce qu'on a sorti, on a sorti de ça 4 préjugés. On a fait une petite campagne vidéo qui va là-dessus. Il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui l'ont vu. Et les préjugés, au nombre de 4, la cybersécurité, ce n'est pas ma priorité. La cybersécurité, je n'ai pas le budget. La cybersécurité, je ne suis pas concerné. Et le 4e et dernier, la cybersécurité, je n'ai pas le temps. Ce sont ces 4 préjugés-là qui font très très mal et qui empêchent aux collectivités d'avancer et de se sécuriser. Donc justement, il va falloir travailler un petit peu sur tout ça, sur les contenus, pour permettre à tout le monde de prendre en compte cette sécurité numérique et puis d'amener un petit peu sa pierre à l'édifice et de se sécuriser. Alors justement, voilà, moi c'est mon métier, la sensibilisation. La sensibilisation, c'est le premier rempart contre les cybermalveillances. J'ai entendu dans plein de conférences, au fur et à mesure d'intervenir, des gens qui disaient « mais vous savez, le problème se situe entre la chaise et le clavier. En gros, c'est l'utilisateur. Alors sur l'utilisateur, on met tout. On le fouette. C'est toujours lui qui prend tout. C'est la faute de l'utilisateur. » Eh ben, on va changer un petit peu de paradigme et on va arrêter de dire que l'utilisateur, c'est le problème. L'utilisateur, s'il est sensibilisé, s'il sait de quoi il doit se défendre, comment se défendre, s'il a la bonne pratique, eh bien, ce sera le premier rempart. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'on est, nous, chez cybermalveillance.gouv.fr. La sensibilisation, c'est la sensibilisation de tous. Alors, on a fait un programme de sensibilisation des élus. Un programme qui est fait en 3 volets, avec des exemples. En gros, les élus parlent aux élus. Souvent, il est plus facile et il est plus légitime qu'un élu parle à un autre élu. Parce que là, ils vont se dire, non, c'est pas un vendeur de solutions, il n'est pas là pour toucher à mon portefeuille. Il a rencontré une problématique. Cette problématique, il est arrivé à bout du problème informatique qu'il a pu avoir, de l'attaque. Comment il l'a fait, comment il est remonté en puissance et quelles sont un petit peu les règles. Donc voilà, ce programme de sensibilisation, il est en ligne. Venez sur notre plateforme, vous verrez. Il y a des exemples qui sont assez criants, qui sont vraiment, vraiment intéressants. Et puis notamment les collectivités qui ont mis en place des actions de sensibilisation. Je vais très très vite. Sensibilisation, hop, voilà. Sensibilisation, c'est bien, mais il y a aussi des obligations. Franchement, le métier d'élu, c'est pas évident. À chaque fois, on vous dit, mais on se tourne vers vous quand il y a un problème, que ce soit un problème qui soit physique dans la collectivité territoriale ou quand il y a un problème informatique. L'élu, il subit plein de choses. En attendant, il a aussi des obligations. Donc, on a créé un guide avec la CNIL, un peu pour rappeler, pour un petit peu épurer le message et de voir quels sont les textes législatifs et quelles sont les obligations pour les élus, pour leur rappeler. Non pas pour leur dire « attention, si vous ne faites pas bien le métier, vous allez vous prendre un coup ». Non, c'est pour leur dire quels sont les textes qui sont à la base et les choses sur lesquelles ils peuvent avoir des risques et sur lesquelles il peut y avoir des poursuites à plusieurs niveaux. Responsabilité civile, pénale, administrative et notamment en cas de cyberattaque. Ce que l'on reprochera souvent aux élus, c'est s'ils n'ont pas mis en place de choses, s'ils ont laissé la situation alors qu'ils savaient qu'il y avait un défaut de sécurité. Donc voilà, ce guide, il est là pour vous aider. Allez le voir, compulsez-le et vous découvrirez sûrement un certain nombre de choses. Ça vous questionnera un peu sur l'usage, où se trouve l'informatique et qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser tout ça.
Donc vous avez les références en bas, mais c'est assez facile à trouver chez nous. Je vous ai mis un support méthodologique. Que faire en cas de cyberattaque? Ça, c'est un truc qui est assez simple. Il n'y a pas besoin d'être technicien. De toute façon, toutes les parutions qu'on a sur notre plateforme, ce sont des parutions qui sont pratiques et non techniques. On n'est pas là pour vous parler de FTP, de SSO, de plein de trucs comme ça. Non. Nous, on doit parler au plus grand nombre, sans pour autant faire de la vulgarisation vulgaire. Mais on va vous parler de différentes choses à mettre en place. Ce document, pourquoi je le cite dans cette présentation? Il est intéressant parce que c'est un peu une checklist. Qu'est-ce que je dois faire si je suis victime d'une cyberattaque? Attention, cyberattaque n'est pas synonyme de rançongiciel. Le rançongiciel, ce n'est pas le seul type de cyberattaque. Une cyberattaque commence à partir du moment où vous recevez un phishing ciblé sur votre collectivité. Voilà. Après, le rançongiciel, c'est celle qui réussit et qui finalement va faire de gros dégâts. En tout cas, ce document-là va faire en 3 étapes les premiers réflexes, la gestion de crise et la sortie de crise. Et il va vous rappeler un peu, checklist, qu'est-ce que je dois faire tout de suite, qu'est-ce que je dois faire un petit peu plus tard, qu'est-ce que je dois faire pour en sortir. On va notamment citer le fait que si vous êtes victime d'une cyberattaque, il va falloir contacter votre banque pour éviter que les attaquants, s'ils ont eu accès à des données bancaires, utilisent ces données bancaires pour faire un virement frauduleux. On va vous parler aussi de déclaration auprès de la CNIL s'il y a une modification, suppression, extraction de données à caractère personnel, et dans les 72 heures. Donc en gros, c'est un peu une checklist de qu'est-ce que je dois faire au fur et à mesure pour en sortir. Et on l'a fait sous 2 formes, pour les dirigeants et pour les élus. Donc il y a vraiment un sujet typique, et c'est le cas de la capture d'écran que j'ai fait ici, pour les collectivités territoriales. Je vous parlais de sensibilisation des élus, mais les élus, ils n'ont pas à supporter le tout, en fait. Tout le monde doit être sensibilisé, aussi bien à la tête qu'à la base, au niveau intermédiaire. Donc ça, c'est un contenu qui est tout récent. On a fait une méthode clé en main de sensibilisation pour les agents des collectivités territoriales. Ici, le but, c'est de donner un programme. Alors la durée normale, je vous dirais, c'est à peu près 1 an, où on va travailler sur les cybermalveillances qui sont les plus prégnantes, celles qui risquent le plus de vous impacter. Donc voilà, donc ce sont des vidéos, ce sont des quiz, ce sont des sujets, et on vous donne un peu une timeline. Là, c'est ce qu'on voit un petit peu à droite. Une timeline sur à quelle fréquence je dois diffuser ces messages, et on essaie d'amener un peu de gamification. Parce que la sensibilisation pour dire ah, attention, tu dois faire ci, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, il faut que ce soit vivant, et il faut que les thèmes soient assez variés, et que ce soit des thèmes qui sont en adéquation avec ce dont vous devez vous protéger. Donc je vous engage à aller voir ce contenu. Vous trouverez sûrement des idées, à vous de les décliner, à vous de vous en emparer, de les faire vôtres, de les faire vivre, vous aurez beaucoup de ressources. Voilà, donc je vous ai parlé de sensibilisation. En gros, quand on veut se sécuriser au niveau numérique, on a 3 piliers. Le premier pilier, donc moi, sensibilisation, le volet humain. On a le volet technique, donc en gros l'infrastructure. Et le troisième, organisationnel, c'est en gros les responsabilités, qui agit à tel et tel moment et agit sur quoi en matière de système d'information. Là, je vais vous parler du volet technique, parce que c'est pas le tout de dire, on va me dire, monsieur Boyer, vous me parlez de sensibilisation, vous êtes gentil, mais moi, j'ai quand même, il me faut quand même un professionnel sous la main pour pouvoir travailler là-dessus et me sécuriser. Et bien voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un parcours de sécurisation. Ce parcours de sécurisation, c'est pas comme le parcours d'assistance, c'est pas exactement la même chose. Déjà, première des choses, exit le particulier, c'est uniquement pour les professionnels, donc TPE, PME, ETI, collectivités territoriales. Ici, c'est une expression de besoin. Vous allez faire un peu votre marché. Vous allez dire, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui sauvegarde, qui s'occupe de mes sauvegardes. J'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de mon site internet. J'ai tant de postes à sécuriser. Donc, en gros, vous allez dire de quoi vous avez besoin, combien ça concerne de postes. En gros, vous allez faire vraiment une expression de besoin. Et une fois que vous avez rempli un peu toutes ces coches-là, vous allez pouvoir être mis en relation avec l'un de nos 200 experts cyber, dont je vous parlais tout à l'heure. Ce ne sont plus des prestataires référencés en mode pompier du feu, mais ce sont des gens qui sont compétents en matière d'installation, de maintenance et de rémédiation. Donc là, on peut faire ce parcours de sécurisation, et il vaut mieux le faire avant qu'on ait des problèmes. En gros, on s'est rendu compte qu'on avait des trous dans la raquette. Alors on a aussi des outils d'auto-évaluation sur notre site. Il y a un truc qui s'appelle, je ne l'ai pas mis en diapo, qui s'appelle Immunité Cyber, où c'est 9 questions. Et en 9 questions, vous allez dire je suis bon dans tel domaine, mais je ne suis pas bon dans tel domaine. Et tout le côté rouge va vous dire là, il faut que j'agisse. Donc voilà, ce parcours de sécurisation, une fois que vous avez fait votre expression de besoin, vous êtes mis en relation avec l'un de nos 200 experts cyber
qui sont... alors, vous voyez, la carte, elle n'est pas forcément à jour. Vous avez un énorme pâté sur la région parisienne, c'est normal. Il y a plus d'entreprises et il y a plus forcément d'entreprises de services. En attendant, ils sont tous sur le territoire national. Ces experts, ils sont labellisés auprès de l'AFNOR. C'est une labellisation qui n'est pas très coûteuse, sur laquelle cybermalveillance.gouv.fr ne touche rien. Mais c'est pour amener du monde. Et cette labellisation est faite par l'AFNOR et elle est valable 2 ans. Le but, c'est de pouvoir expertiser, de dire à cet expert cyber, est-ce qu'il est bon dans les domaines sur lesquels il a concouru. Donc il va être audité, et si ça marche bien, il sera labellisé. Cette labellisation, elle est valable 2 ans. Elle est limitée dans le temps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on considère qu'au bout de 2 ans, les personnes ressources au sein de ces experts cyber peuvent avoir quitté l'entreprise. Et là, dans ces cas-là, on peut avoir toute ou partie du savoir-faire qui peut être parti avec ces personnes ressources. Donc tous les 2 ans, ils vont remettre leur labellisation en jeu pour qu'ils soient toujours à l'état de l'art. Donc voilà, c'est très important pour nous. Ce qu'on a essayé de faire avec ce label, c'est d'avoir quelque chose qui soit visible et lisible. C'est-à-dire que d'emblée, si vous voyez ce genre de logo, on a mis un petit peu de temps sur le logo. On l'a fait faire avec un professionnel quand même. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, je suis pas suffisamment bon graphiste. En attendant, c'est un label. Quand vous le voyez, vous dites c'est bon, c'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance et c'est ça le but. Donc ces labellisations, moi j'y crois beaucoup. Et souvent, on a des experts cyber qui ont plusieurs casquettes. Ils vont être experts cyber, mais ils vont être aussi PRIS, donc prestataire de réponse à incidents de sécurité, ou PASI, donc les labels de la NSSI. Donc voilà, il peut y avoir plusieurs casquettes. En attendant, cette labellisation, ça permettra à des gens qui ne sont pas forcément professionnels de se dire la personne que j'ai en face de moi sera compétente dans ce domaine. Voilà, donc ça c'est une réponse que l'on a. Et sur ce parcours de sécurisation, même chose, c'est une mise en relation qui se fait normalement dans l'heure. Voilà. Et même chose, expert de proximité, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait identifier un expert cyber dans votre région géographique, eh bien, à vous de voir si vous dites je suis content de ce qu'il a fait et puis je vais contractualiser avec vous. Et puis voilà, ça s'entend bien et c'est bon, j'ai mon prestataire qui est bien dans ce domaine-là. Dans les choses que l'on a fait aussi également, c'est alerter. Il est important de pouvoir alerter quand il y a des problèmes majeurs. Donc on a créé un système d'alerte cyber. Alors cette alerte cyber, attention, ça n'alerte pas sur tous les problèmes informatiques, exploits qui peuvent se retrouver dans la nature. Sinon on n'arrêterait pas. Ça, vous avez des sites qui sont très bien. Vous avez le site du CERT-FR, donc côté Annecy, qui tous les jours va paraître, compulser l'ensemble des bulletins de vulnérabilité impactant telle ou telle solution. Nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on discrimine un petit peu ces alertes en se focalisant sur celles qui sont importantes et qui vont toucher nos 3 publics. Donc l'année dernière, je crois qu'on en a fait 14 dans l'année. Donc voilà, ce n'est pas énormément, parce que si on envoie toujours des alertes aux gens, ils ne vont plus les lire, ils ne vont plus y faire attention. Ces bulletins sont coécrits avec l'ANSSI. L'ANSSI, je dois les remercier, hein, c'est un peu notre papa ou notre maman. On a été incubés il y a 5 ans au sein de l'ANSSI avant de prendre notre envol. Et on coécrit ces alertes avec l'ANSSI. On essaye même chose, même principe, que ce soit quelque chose qui soit pratique et non technique. Et on va envoyer vers des liens, vers des références qui sont sur le site de l'ANSSI, qui sont des références techniques, qui là pourront être lues par les professionnels. On avait fait notamment une alerte, c'était l'année dernière, sur un navigateur Chrome. On va me dire, oui, un navigateur, c'est gentil. Sauf que c'était une faille qui était largement exploitée dans la nature par les attaquants et qui impactait les particuliers, les professionnels, parce que c'est l'un des navigateurs les plus utilisés. Donc il nous semblait important de faire une alerte, alors que les gens souvent vont vous dire tiens, non, moi je suis beaucoup plus impacté. Oh, là, moi j'ai mon produit VMware. Enfin, VMware, pour quelqu'un qui n'est pas technique, ça ne lui parle pas. Voilà. Donc nous, dès qu'il y a une faille importante, on va alerter. Et cette alerte, elle va passer par l'ensemble de nos membres. Donc organisation professionnelle. En ce qui concerne les collectivités territoriales, ce sera par l'AMF, voilà, qui nous a rejoints en tant que membre. Donc voilà, on essaye d'alerter. Donc en gros, sensibilisation, assistance par expert cyber et les alertes. Et avec tout ça, normalement, déjà, vous avez quand même quelques outils. Alors les outils, nous, on en a beaucoup plus. Hein. Je vous ai fait un petit package de certains des contenus qu'on a, sous forme d'articles, sous forme de fiches. Même chose, même triptyque, c'est qu'est-ce que je dois faire? Première mesure,
Ensuite, c'est comment je m'en protège et vers qui je me tourne si jamais j'ai eu un problème. Donc on essaie vraiment d'avoir quelque chose qui soit lisible, des contenus que vous pouvez utiliser sous forme d'articles, sous forme de fiches. Donc il y en a une par exemple que j'aime bien qui s'appelle les 10 conseils de sécurité numérique. On a un peu moins que l'ANSSI parce qu'on n'aborde pas le cloud sur celle-là. Mais on a les contenus qui traitent sur les réseaux sociaux, très important. Sur les usages pro-perso, je vous engage à aller le voir. C'est vraiment très intéressant comme contenu. Donc allez-y, c'est gratuit, vous pouvez les utiliser, vous en inspirer pour faire passer des messages au sein de votre collectivité territoriale ou au sein de votre entreprise pour les professionnels. Ce sont des messages on essaye vraiment de faire attention à la forme, que ce soit quelque chose qui soit intéressant aussi bien sur le fond que sur la forme. Donc, aussi bien sur les menaces, 19 qui ont vraiment été décortiquées, non pas les 51, parce que ça ferait beaucoup, et ainsi que les bonnes pratiques. Donc voilà, séparation pro, perso, réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le télétravail très important. Qu'est-ce que je dois faire? Où là, on va vous expliquer que vous devez avoir un ordinateur qui est maîtrisé, des choses à ne pas faire surtout. Enfin voilà. Donc n'hésitez pas à venir piocher dans ces contenus, à les diffuser autour de vous. Si vous avez besoin d'un expert cyber, vous venez sur le parcours de sécurisation. Si vous avez un souci, ce que je ne vous souhaite pas, vous venez sur notre parcours d'assistance victime. Voilà, et puis vous pouvez bien sûr nous suivre comme tous les autres. Alors sur les réseaux, ce sont des réseaux old school. Là, on parle de Twitter, Facebook, LinkedIn. Si j'étais plus jeune, je vous parlerais de Snapchat, je vous parlerais de TikTok, ce genre de choses. On est déjà présent sur ces 3 réseaux. C'est bien, vous verrez nos alertes, les différents contenus. En tant que parents, dans les parents qui sont dans la salle, on a notamment, on est les gros créateurs de contenu. On a fait un guide, un cyberfamille, qui est à destination des enfants, mais pas que, ainsi que les parents. Donc on a énormément de choses qui vont pouvoir vous aider dans votre vie de tous les jours, à titre personnel, professionnel ou en tant que collectivité territoriale. Le QR code, ça c'est disruptif. N'oubliez pas, si vous voyez un QR code dans la rue, cliquez pas, le photographiez pas. Moi en tout cas, vous avez mon nom, vous pouvez me retrouver. Là vous pouvez y aller. Si jamais vous le flashez, vous allez arriver sur l'ensemble de nos contenus, une page qui est plutôt assez simple, où vous allez voir les contenus relatifs aux cybermalveillances ainsi qu'à la bonne pratique.